Bonjour tout le monde. Écoutez, dans le cadre de la grande course partagée de l'inclusion, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de recevoir en entrevue quelques-uns et quelques-unes des co-coureurs et co-coureuses pour apprendre à mieux les connaître et puis vous les présenter en même temps. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Colette Jean qui a participé à la grande course pendant quelques jours dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, bonjour Colette. Bonjour Fernand. Bonjour. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi pour cette petite entrevue. Plaisir partagé. Alors, tu peux commencer par te présenter? Oui, alors, moi c'est Colette Jean. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai la poliomyélite. Alors, j'ai appris à rouler plutôt qu'à marcher. Et suite à ça, j'ai décidé de faire ma vie comme rien ne semble. Je fais mon petit bout de chemin comme tout le monde, finalement. Donc, c'est l'origine de ta situation de handicap, c'est la maladie que tu as eu à 3 ans. Tu peux-tu nous en parler un peu plus? C'était en mai. Je jouais dehors, près du ruisseau, toute la journée avec mes frères et sœurs. Et le soir, 9h venu, je dis à ma mère et à mon père, « Je suis fatiguée, maman, je suis fatiguée, j'ai mal au cœur. » Elle m'a dit, « Va te coucher, ma belle, il est 9h le soir. Je suis allée me coucher, le matin à 6h, je me suis réveillée. Et j'avais contracté le virus de la poliomyélite. Alors là, mes parents, mes jambes étaient comme de guenilles, alors mes parents m'ont emmené à l'hôpital. Ils m'ont monté tout de suite à Sainte-Justine, à Montréal. Et de là, j'ai eu tous les vaccins pour arrêter ça. Là. Et puis, j'ai resté là 1 an et demi à Sainte-Justine, à Montréal. Suite à ça, à 4 ans et demi, je suis sortie. Et là, j'ai réintégré la famille. Et puis, mes parents, ils m'ont fait vivre ma vie comme n'importe quel enfant, avec besoin d'aide de temps en temps, mais ils me laissaient faire le maximum de choses possibles. Alors j'ai appris à me développer et à me rendre moi-même autonome le plus rapidement possible. C'est ça, donc tu as appris à vivre dès ton enfance avec ce handicap-là. Oui, absolument. Le handicap, pour moi, est devenu un non-handicap parce que quand tu vis à travers une famille qui te traite à part égale, tu n'en vois plus la différence parce qu'ils t'intègrent partout où que tu vas, puis toi aussi tu t'intègres avec eux comme ça vient. Alors, on apprend à vivre avec nos limites, mais qui en même temps ne sont plus nos limites. Intéressant. Moi, je te connais un peu, c'est ça, puis je sais que tu as vécu ta vie de manière à ce que le handicap ne soit pas en avant-plan, mais qu'il soit vraiment en arrière-plan, donc avoir une vie la plus normale possible. Exact. Donc, je pense que c'est ce que tu as fait après. Tu as eu une carrière aussi. Oui, absolument. Alors, j'ai décidé de faire comme mes frères et sœurs. À l'époque, l'éducation scolaire n'était pas celle d'aujourd'hui. Alors, moi, j'avais été mise dans une école où il y avait des sœurs qui donnaient l'enseignement à des handicapés. Autrefois, ils les appelaient les infirmes. Et puis, ils nous mettaient toutes dans la même classe, puis on était divisés par catégorie d'âge. Est-ce que c'était peu importe votre niveau intellectuel et de capacité d'apprentissage? Exact, peu importe la capacité. Alors, comme ça m'étonne un peu, mais c'était oui, normal à l'époque. Hein? C'était comme ça à l'époque. Et puis, mes parents faisaient des pieds et des mains. Ma mère était pionnière à l'école de la commission scolaire catholique de Sherbrooke pour dire, écoutez, ma fille est capable d'aller à l'école comme toutes les autres. Et puis, elle a l'intelligence comme tous les autres enfants. Et puis, là, à partir de là, ils m'ont fait passer des tests de quotient intellectuel. Je suis allée au CHU faire toutes sortes de tests, puis ils ont établi qu'effectivement, j'étais comme tous les autres enfants, et un petit peu plus la supérieure même à certains enfants de mon âge biologique. Et puis, alors là, jusqu'à 5e année, j'étais dans une école spécialisée, et à 5 ans, moi, je ne voulais plus aller à l'école. J'avais toutes sortes de prétextes que je disais à mes parents, je ne voulais jamais retourner à l'école. Mais tous les soirs, je faisais les devoirs de mes frères et mes sœurs. Ah oui. Je m'assoyais à table en même temps qu'eux autres, puis je faisais leurs devoirs en même temps. Puis je parlais comme si on moi me le demandait aussi. Fait que c'est comme ça que j'ai appris à lire, à écrire, à compter et tout ça, m'exprimer. Parce qu'à l'école, il y avait des devoirs à faire, puis moi je faisais ça. Mais pourquoi tu ne voulais pas aller à l'école? Bien, je ne voulais pas aller à l'école parce que l'école spécialisée où j'allais, j'apprenais rien. Je faisais plein d'affaires d'art plastique et puis de peinture, puis de bricolage. Puis je détestais ça. Moi, je disais, pourquoi j'apprends pas à lire et à écrire comme mes frères et mes sœurs? Si je comprends bien, le fait d'avoir un handicap physique, c'était assimilé aussi à avoir un handicap au niveau mental, Exactement. Avoir une déficience intellectuelle. C'était tout dans le même arrondissement de l'école. L'école était divisée en 4 classes, puis ça allait comme gros gars.
Fait qu'à un moment donné, ben là, moi, je m'associais. Moi, il m'avait appris, il m'avait mis dans la dernière classe avec des adultes, là, tu sais, qui étaient pas capables de s'organiser. Puis moi, ben, tout ce que je voulais, c'était d'apprendre. Je voulais apprendre, juste apprendre. Donc, alors, j'ai sorti de là, mes parents m'ont intégré à l'école régulière via la commission scolaire. Et Mme Arès, regrettée aujourd'hui, est décédée, ça fait pas longtemps. Puis j'ai pu la voir pour lui dire merci, par exemple. Ça, j'étais bien contente de la croiser. Ça, c'est dans quelles années à peu près? On est dans les années, je dirais, mon dos, dans les années 70 à peu près. OK. Fait que même à cette époque-là, il y avait encore énormément de préjugés là, Oh, mon Dieu, il y en avait plein, il y en avait beaucoup. à surmonter. Moi, ils m'ont mis dans l'école où étaient mes frères et mes sœurs. Puis ils ont pris une classe de 6e année parce qu'ils ont établi, selon mon niveau intellectuel, que je pouvais intégrer quand même la 6e année selon mon âge biologique. Avec tout ce que j'avais appris en faisant les devoirs de tout le monde. Ils ont établi qu'ils allaient me mettre en 6e année. Fait qu'à partir de là, moi, il a fallu que je m'organise. Et là, j'avais des travaux de rattrapage à faire le soir. Ça ne me dérangeait pas, moi, j'aimais ça. Fait que je faisais mes travaux de rattrapage le soir. Puis j'ai fini mon année avec un 78% ma 6e année. Puis j'étais très fière d'avoir atteint ça parce que je m'étais vraiment surpassée. Fait que ça a été mon premier dépassement personnel. Il a été là, mon premier dépassement personnel. Ensuite, ils ont coupé 7e année. Fait que là, je suis tombée tout de suite en secondaire 1. Là, j'en ai arraché. Là, j'en ai arraché secondaire 1. Mais là, j'ai eu des sœurs aussi. J'étais à l'école privée. Et ils m'ont aidé beaucoup à me refaire. Puis à me remettre en place encore avec des devoirs. J'ai suivi tout le monde après. Je suis allée au collège, je suis allée à l'université. Puis je me suis trouvé du travail, je me suis expatriée à Ottawa. Colette, c'est à partir de quel moment, là, toi, tu as décidé de voler de tes propres ailes? Ah, mes propres ailes se sont ouvertes lorsque j'ai eu 22 ans. Okay. À 22 ans, je sortais de l'université et puis je m'étais dit que j'allais trouver du travail dans mon domaine. C'était pas vrai que j'avais étudié jusque-là pour pas me trouver du travail. Puis partout, les portes où j'allais frapper, tout ce qu'ils voyaient, c'était mon handicap, puis je ne pouvais pas avoir d'emploi. Là, on retourne en 81, 82 à peu près. Puis c'était pas encore à la mode, là, tu sais, d'avoir ça. L'Office des personnes handicapées du Québec, d'ailleurs, a établi un office en 81. Fait que c'est l'année où moi, j'étais prête là, pour aller sur le marché du travail, fait qu'il n'y avait pas grand-chose. Fait que moi, j'étais allée qu'on regarde juste mon fauteuil, fait que j'ai décidé d'essayer de me trouver des petits emplois ici et là. Alors, j'ai eu un kiosque au Carrefour de l'Estrie. Puis j'ai opéré un kiosque comme gérante pendant 1 an et demi. Puis là, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. J'ai arrêté. À partir de là, j'ai décidé que j'allais travailler à Ottawa. Fait que là, mes ailes se sont ouvertes. Fait que là, en 83, je partais pour aller travailler à Ottawa. Puis je suis restée là 1 an et demi de temps. J'ai eu plein de renforts. Dans quel domaine tu as travaillé? J'ai commencé comme adjointe en dotation pour le vérificateur général du Canada, M. Kenneth Dye. J'ai travaillé pour lui personnellement. Ça, j'en suis très fière parce que c'est quelque chose pour travailler pour un grand homme comme ça, qui est partout au Canada. Pour moi, c'était une belle carte de signature que j'avais pour me trouver de l'emploi après. Mais il a fallu que je m'expatrie à Ottawa. Il a fallu que j'aille là-bas seule, dans une ville que je ne connais pas. Je suis partie avec ma petite voiture, puis mon petit savoir, puis j'ai dit, je vais faire ma vie là. Mais 1 an et demi plus tard, le sort a décidé autrement. Ma mère est tombée malade, et puis elle était atteinte de 2 cancers. Fait que j'ai décidé de redescendre à Sherbrooke pour être près d'elle. Et puis, en août qui a suivi, elle est décédée. Ça n'a pas été long. Et puis, là, je suis revenue à Sherbrooke. Je me suis trouvé de l'emploi encore. Je cherchais toujours de l'emploi. J'ai retravaillé pour le privé un bout de temps parce que je ne trouvais pas au niveau de la fonction publique fédérale. Alors là, j'ai fait ma chance un peu parce que tous les jours, j'étais très perspicace. Tous les jours, je me levais et j'étais debout au centre d'emploi à 9 h le matin. Coiffée, maquillée, peignée, bien mise. Puis j'allais chercher de l'emploi. Tous les jours, j'étais là à 9 h. Puis à un moment donné, après comme, je sais pas, 2 semaines, 1 mois, je me souviens plus précisément. Mais à un moment donné, ils m'ont dit, Colette, on a quelque chose pour toi. J'étais contente. J'ai dit, parfait. Ils me donnent le petit carton. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Puis je suis partie avec mon petit carton. Puis je suis allée voir où ce qu'ils m'avaient dit d'aller. J'arrive là, c'était à la Carnation, sur le rue Wellington à Sherbrooke. Puis là, rendu là, j'ai arrivé devant 6 marches. Fait que là, j'ai fait, oh non, j'ai pas attendu tout ce temps-là
qui m'amène. Je retourne au bureau. Oui, parce qu'évidemment, à cette époque-là, il n'y avait presque rien d'adapté. Presque rien d'adapté. Mm-hmm. Moi, j'ai voulu que j'ouvre plein de portes là, pour être capable de faire mon chemin. Fait qu'en même temps, ça en a ouvert pour d'autres, tant mieux. Mais moi, j'ai dû travailler très fort. Fait que là, finalement, ben, j'arrive là, puis à un moment donné, je leur dis, ben je peux pas. Fait que je retourne au bureau. J'ai dit, j'ai pas pu y aller, il y a 6 marches. Oh, on a dit, on n'a pas pensé à ça. Mais j'ai dit, moi, j'y ai pensé. Parce que c'est ça qui, ça dépend. Là, comment ne pas y penser, hein? Oui, comment ne pas y penser. Fait que là, ils se sont excusés, là, comme le bras. Puis j'ai attendu encore 2 autres semaines. Puis encore là, j'y allais tous les jours pareil. Ils m'appelaient par mon petit nom quand je rentrais. Puis je connaissais les agents là-bas des services d'emploi. Puis à un moment donné, il y en a une qui me dit, moi, j'ai de quoi pour Colette au gouvernement fédéral. Oh. On va te faire entrer à l'impôt. Genre, oui, j'ai jamais fait de rapport d'impôt. Mais on dit, c'est le temps d'apprendre. Fait que je me suis remis en route. J'ai amené des amis. J'ai appelé des amis qui étaient proches à moi. Et puis, je leur ai demandé, j'ai dit, toi, là, il s'appelait Michel. Michel, tu sais faire ça, des rapports d'impôt? Il dit oui. Je peux-tu me montrer ça? J'ai une job qui en dépend. Il dit, parfait. Écoute, j'ai appris à faire des déclarations d'impôts personnels des particuliers en un temps record. J'ai appris ça rapide, j'étais vite pour apprendre, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite de ça, ben, je suis partie, puis je suis allée passer l'examen écrit. Puis je me suis placée, puis c'est comme ça que je suis rentrée à Revenu Canada. Et puis là, tu as fait le plus grand de ta carrière là au Revenu Canada? Oui, quand je suis revenue, finalement, j'ai été 30 ans à Revenu Canada. Je suis toujours restée là après. J'ai fait différents emplois au début parce que c'était des contrats. Mais à un moment donné, j'ai participé à d'autres concours et je me suis placée première permanente. Puis les dernières 5 années de ma carrière à Revenu Canada, j'ai terminé dans un poste plus élevé. Quand j'ai pu réussir à me classer autrement, puis être capable de participer à un concours où là, j'ai été vraiment première. Puis même, j'ai été félicitée, il n'y avait jamais vu ça. J'ai monté 2 échelons, en temps de dire, parce que j'avais étudié super fort. Moi, j'ai toujours étudié super fort pour avoir ce que je voulais dans la vie. J'ai jamais eu rien gratis. Il a toujours fallu que je travaille fort pour l'avoir. Fait que je sais c'est quoi travailler pour atteindre un but. Je sais c'est quoi. Alors, mis à part ta carrière, tu as aussi d'autres cordes à ton arc. Moi, je sais pour le voir, et on en voit justement ici, tu t'es développé aussi une passion artistique. Donc, on voit à côté de toi, on voit une de tes œuvres, à côté de moi aussi. Je les trouve vraiment très belles. Alors, parle-nous un peu de cette passion que tu as pour la peinture, puis l'aquarelle et ces choses-là, c'est quoi? Oui, alors moi, je peins à l'acrylique depuis que je suis à la retraite. Alors, je suis à la retraite depuis 4 ans. Et puis là, je m'adonne à faire plein de trucs parce que on dirait que mes années où j'étais au début, là, dans mon éducation, où j'ai appris à bricoler beaucoup, on dirait que ça fait surface. Ça a comme développé en moi toute cette habilité-là technique à développer des choses. Alors, je m'intéressais aux toiles et à la peinture, puis je me suis dit, pourquoi pas, je m'essaie. Alors, je me suis inscrite à des cours de peinture avec un professeur ici en ville. Puis, je suis rentrée dans sa classe avec d'autres élèves et j'ai appris beaucoup à faire plein de trucs. Et c'est ça, j'ai réussi à faire différentes toiles et je m'adonne à faire ça plusieurs sujets. Je fais des animaux aussi, je fais des oiseaux, beaucoup de paysages. Je fais des beaux couchers de soleil, je fais toutes sortes de choses. J'aime me rapprocher des choses plus réalistes, plus profondes, avec de la lumière, les ombres. Je travaille beaucoup ça, mais c'est l'acrylique principalement que je travaille. En tout cas, je trouve tes œuvres vraiment très belles personnellement et là, on pourra les montrer aussi à nos spectateurs. Merci. Et c'est ça, j'ai une autre passion aussi que j'ai développée depuis l'âge de 15 ans. Quand j'étais à l'école au secondaire, j'étais euphorique à moi d'aller à l'école. Moi, j'étais l'étudiante qui je vais aller à l'école. Tu sais, j'adorais ça, aller à l'école. Fait que, mais là, j'ai découvert tout ce qui était comme comment on appelle ça, l'après-classe, les cours parascolaires. J'ai découvert le parascolaire à l'école. Et le parascolaire, pour moi, c'était la musique. Alors, je m'étais inscrite, puis j'ai décidé d'apprendre la guitare. J'ai appris plusieurs instruments avant également. J'ai appris un peu l'accordéon, j'ai appris un peu la musique à bouche. Mais les flûtes, j'ai fait plusieurs sortes de flûtes au secondaire. Et en secondaire 3, lumière, je décide que je veux jouer de la guitare. Et là, je commence à jouer de la guitare et j'aime ça. Et je m'inscris. Et le professeur de musique dit, on va donner des cours par un professionnel. Il va venir donner des cours aux élèves qui sont intéressés.
j'ai levé la main tout de suite, puis moi, j'étais intéressée à apprendre encore. Fait que mes parents, quand ils ont vu ça, ma grand-mère m'a acheté ma première guitare. Et puis, mes parents sont venus me porter à tous ces cours-là, qui étaient les samedis soirs, de 7h à 9h. J'étais allée suivre des cours de guitare, et depuis, je joue de la guitare. J'adore la musique. Et je chante et je joue. Et je dirais même plus que tu joues de la guitare. Je sais, moi, pour te connaître, que tu donnes des cours de guitare même. Oui, c'est vrai. J'ai commencé à donner des cours de guitare cette année. J'ai des amis ici où je demeure qui aimeraient jouer. Ils m'ont dit oh, j'aimerais ça. Ils m'ont entendu jouer à Noël. Puis on dit oh, ça serait le fun si tu donnais des cours de guitare. Alors, on s'est ramassé un petit groupe là. Fait qu'on est 4 où j'ai pu donner des cours puis où ils ont appris à jouer. Et j'ai quelques élèves qui sont capables de jouer quelques partitions. Il y en a même une, elle s'est fait un petit cartable, là, puis elle est capable de jouer les tonnes. Fait que je suis bien fière d'avoir montré ça à ces personnes-là. Je les aime de tout mon cœur. Mais ce n'est pas tout. Tu as même écrit tes propres chansons. Ben oui, je me suis lancée. Ben quand j'étais adolescente, j'aimais écrire encore. Alors je m'étais composé des petites chansons, tu sais, chansons d'amour. Je rêvais de tomber en amour avec un amoureux, un prince charmant, qui n'est jamais venu pendant mon adolescence. Mais finalement, maintenant j'ai rencontré, c'est bien entendu. Mais quand j'étais adolescente, comme bien des adolescentes, je souhaitais, mais ça tombait pas. Mais c'est pas grave, ça a resté comme ça. Et j'ai quand même développé différentes choses. J'aimerais que tu nous parles d'un autre aspect. J'aimerais que tu nous parles de ton implication au niveau de l'adaptation, par exemple, des équipements sportifs et tout ça, au niveau de la ville de Sherbrooke et tout ça. Je sais que tu es très impliqué. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, c'est sûr que de ma formation, je veux toujours aller chercher un peu des activités sportives pour les personnes à mobilité réduite, tous ceux qui sont en fauteuil roulant ou qui ont une mobilité réduite, restreinte. Moi, je suis toujours pour l'activité sportive. Moi, je veux que ça bouge. Moi, dans ma vie, ça bouge, puis je veux que les gens bougent. Je souhaite que les gens bougent le plus possible autour de moi parce que je trouve qu'il y a une belle vie, une belle vitalité dans bouger. Puis il y a de la joie, il y a beaucoup de bonheur, il y a énormément de joie dans bouger. Fait que moi, ici, j'ai commencé à faire du ski nautique et puis de la planche à pagaie et du kayak. Et puis là, je vais instituer ça à Sherbrooke. Alors là, je suis en contact avec la directrice du club de kayak de Sherbrooke. Et on est en train de commencer à faire des achats. Puis éventuellement, on aura tout ce qu'il faut pour dire, OK, on passe ça. Puis j'ai des personnes handicapées déjà qui sont prêtes à venir essayer ça pour dire, ben, pour être capable d'en faire une base régulière. Pour dire, bon, OK, je sais pas, moi, le mardi, je vais faire la planche à pagaie, puis le mercredi, je vais aller faire autre chose. Alors, c'est d'installer ça, ces plateaux, c'est pas facile. Parce qu'on travaille avec la mairie, on travaille avec les partenaires loisirs. Et ça change aux 4 ans, ça. Il faut s'adapter tout le temps, il faut s'ajuster. Ce qui fait qu'on recommence. J'ai recommencé souvent. Mais maintenant, je suis encore là, puis j'essaie d'instituer ça, puis j'essaie d'en faire le plus possible. J'ai eu un bon professeur l'année passée, qui était la Fondation des sports adaptés de Bromont, oui, qui eux autres ont institué ça sur place. Puis ça m'a donné le goût de dire, ben je vais recommencer, puis je vais l'installer à Sherbrooke. Mais je savais que c'était pas sans efforts. Je savais qu'il faut encore que j'aille bûcher parce que les partenaires sont durs à trouver. Puis l'équipement adapté est très dispendieux aussi. Tous les équipements adaptés sont très dispendieux. Donc, il faut prendre le temps d'aller chercher des commanditaires, d'aller chercher des gens qui sont capables de nous donner un peu de sous. On peut se rassembler ça et mettre ça sur. Aussi, tu as participé dernièrement à un concours où tu as fait une composition originale, puis tu as gagné un prix même. Ben oui, tu m'as dit. J'étais super contente. J'ai participé à un concours avec Mémo Québec, oui, moi, l'épinière et Motricité Québec, et dans le cadre du 75e anniversaire de Fondation. Alors, ils ont parti un concours artiste avec les membres. Alors, tous ceux qui avaient des talents artistiques pouvaient présenter une œuvre. Et celle-là était celle qui allait être choisie pour être déposée. Ensuite, il y a eu un membre du comité de sélection. Et finalement, j'ai composé une chanson où je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai tout composité, vraiment la musique, tout, les paroles et tout, l'assemblage des différentes trames sonores où on les superpose puis on fait un montage avec ça. Alors, je suis allée en studio d'enregistrement et puis j'ai fait ça. J'ai trouvé ça vraiment agréable comme expérience à faire, que j'avais jamais été dans un studio d'enregistrement auparavant. Et puis là, je gagne le 3e prix, fait que j'étais super contente. Wow.
Wow. Et puis, justement, aujourd'hui, j'ai eu un appel. Félicitations. Merci beaucoup. Et puis, justement, aujourd'hui, j'ai eu un appel où on me demande d'aller, justement, au Palais des Congrès à Montréal, aller chanter cette chanson-là pour un souper spectacle avec la Fondation de Mémo Québec. Alors, j'ai accepté tout de suite. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que je vais pouvoir aller chanter cette chanson-là, qui va peut-être devenir finalement la chanson de Mémo Québec. Parce que le titre, c'est Mémo Québec On the Road, que j'ai composé. Oh. Et c'est dans le cadre de le 75e anniversaire. Exactement, 75 ans d'existence. C'est pas rien pour un organisme. Puis ils sont très, très réputés, cotés, parce que eux autres sont souvent l'aboutissement suite à un accident. Ils sont là pour relever, pour aider les gens à se relever, à se prendre en main puis à aller droit devant. Ma chanson parle de ça. Ben, tu peux être très fier de toi, Colette Jean. C'était tout un beau parcours que tu as réalisé au cours de ta vie, tant au niveau de ta carrière qu'au niveau de tes passions. Effectivement, merci. La colline me semble bien trop. Ta main tendue m'a offert tant de roses. Je sors, je vis, je vois les amis. Je séduis l'inconnu qui me séduit. Mais mon Québec on the road, c'est un coin de rue sans compromis. Je me transforme et j'explose. C'est ensemble qu'on avance et qu'on vit. Vous pouvez taper dans les mains, allez-y tout le monde. Ouais, c'est beau. La lumière des nouveaux jours fait monter en moi tant d'amour. J'ouvre mon cœur et ma maison pour te laisser peindre mes saisons. Rappelle-moi de prendre une pause pour écouter ce qu'on me propose. Dans ma tête de grandes inspirations pour aller au bout de ma passion. Mais mon Québec on the road, c'est un coin de rue sans compromis. Je me transforme et j'explose. C'est ensemble qu'on avance et qu'on vit. Mais mon Québec sur la route, c'est un coin de rue sans compromis. Je me transforme et j'explose. C'est ensemble qu'on avance et qu'on vit. Une dernière fois tout le monde. Mais mon Québec on the road, ouais. C'est un coin de rue sans compromis. Je me transforme et j'explose. C'est ensemble qu'on avance et qu'on vit. Mais mon Québec sur la route, on the road, ouais. Vous êtes bons, bravo! Bon anniversaire, Mémo Québec, bon 75e! Bravo! Maintenant, Colette, parle-nous de ta participation là, dans la Grande Course partagée de l'inclusion 2022. Comment tu as décidé de participer à ça, puis comment tu as vécu ça? Écoute, les grandes courses partagées de l'inclusion 2022, pour moi, là, je vais dire que ça égale au bonheur. J'ai trouvé ce moment de vie-là, un moment de vie que je voudrais mettre dans un cadre, tu sais, pour prendre ça et le garder pour un souvenir impérissable. Parce que c'est tellement beau ce qu'on vit dans une course partagée comme ça avec toi, c'est que c'est un moment de vie, une tranche de vie qu'on décide qu'on met dans notre cœur, dans notre tête, dans notre être, tu sais. Puis on part avec, on ne sait pas ce qui va arriver. On part ensemble, on ne sait pas comment ça va se partir, cette affaire-là, puis comment ça va se dérouler. Mais au fur et à mesure que tu avances, je me souviens la première fois qu'on a avancé ensemble, Oui. on était à Rivière-du-Loup, puis à un moment donné, on a fait pas tellement long, peut-être 5-10 minutes, là, peut-être plus 10.
Puis à un moment donné, moi, je vois un beau paysage, puis je vois le fleuve, tu sais. Puis là, je fais comme, oh, wow, c'est donc bien beau ici. Fernand, il dit, ben gars, on va s'arrêter, c'est pas plus grave que ça, on va s'arrêter. C'est ça aussi, les courses partagées. On prend le temps, on s'arrête, on contemple, on regarde. Là, moi, en partant, là, ça m'a gagné parce que, moi, pour moi, prendre le temps de m'arrêter et contempler, c'est pour moi une affaire très, très importante. Alors là, on a pris le temps de regarder, de contempler. On a pris des photos pour s'en souvenir aussi. Alors, les courses partagées, c'est beaucoup plus que juste courir. C'est qu'on partage aussi de quoi qui vient de l'intérieur, qui vient de notre tête, qui vient de notre cœur, qui vient de toute notre être, dans le fond. C'est qu'on partage ça aussi. T'sais. Et même, on pourrait même dire que par moments, c'était multisensoriel. La grande course partagée de 2022 m'a permis à moi de vraiment aller solliciter mes 4 sens. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute l'odeur des fleurs, tout le long du parcours. 93 km à sentir les roses, le lilas, l'air salin, le vent du fleuve. Alors, c'est tout l'odorat qui est sollicité, les yeux, on a plein la vue. Écoute, les oreilles aussi entendent le vent, le bruit des feuilles, entendre même des voitures qui nous croisent. Tu pouvais savoir s'ils arrivaient vite ou lent. On sentait tout ça. Puis on parle, puis on échange. Alors, on a tout ça qui est sollicité. Puis ça va super bien, on roule, puis ça fait du bien. Puis moi, j'ai eu la chance de vivre ça également avec mon conjoint, qui lui était à vélo et qui a fait aussi les 93 km qu'on a parcouru tous les 3 ensemble. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça nous a permis à nous, de vivre ça comme une vacance, mais en même temps, c'était tout un défi que je pensais jamais que j'allais me lancer autant. Parce que moi, là, j'ai vraiment fait là, dépassement de moi-même. Je n'ai jamais resté assis dans un cartus plus que 21 km, je pense, le plus que j'ai fait. Mais là, j'en ai fait 93 en 2 jours. C'était vraiment beaucoup. Donc, c'était un défi pour moi, mais c'était un défi pour toi et ton conjoint Guy en même temps. Fait que donc, cette journée-là, on peut dire, ces journées-là qu'on a passées ensemble, on peut dire qu'on a tous repoussé nos limites ensemble. Et qu'on a repoussé nos limites ensemble, tellement. Puis j'ai appris à faire la différence entre repousser ses limites puis les dépasser. On ne fait pas juste les dépasser, mais on les repousse bien plus qu'on pense. Puis bien plus que je l'aurais cru aussi. Alors, oui. Mais c'est ce que j'explique souvent, Colette, la différence entre dépasser ses limites puis repousser ses limites. C'est que normalement, quand on dépasse une limite qui est réelle, ben, il y a quelque chose qui casse, il y a quelque chose qui se brise parce qu'on est allé au-delà de notre limite. Parce que les limites, ça existe. Mais moi, mon principe, c'est de dire on ne va pas les dépasser, on va les repousser. Donc, on reste dans le... avant de briser, de se casser quelque chose, avant de faire quelque chose qui va nous causer préjudice, mais on fait juste mettre plus loin, repousser notre... En fait, on fait juste augmenter notre capacité, donc en repoussant nos limites, ce qui nous permet de nous épanouir davantage et plus profondément. Oui, puis on le fait profondément, comme tu dis, mais sans blessure aussi. Ça, c'est bien, parce que ça nous permet de faire un bout de chemin ensemble qu'on n'aurait pas cru. Je me souviens de t'avoir dit, ah là, je commence à avoir mal dans le bas du dos, je commence à avoir mal aux fesses, on surveille les plaies, on veut pas ça. Puis, on travaille ensemble, mais tu étais à l'écoute de ça. C'est aussi ça, les courses partagées, d'être à l'écoute des deux. Puis, je me souviens aussi une autre fois où on a eu un petit moment de découragement parce que c'était la fin de la journée après 2 jours. Il est arrivé un petit bout de parcours difficile. Puis à un moment donné, l'énergie n'était pas là pour les 3. Là. On commençait à en arracher un peu au bout de la journée. Mais là, on s'est dit, OK, go. Puis là, on commençait à se dire, go, go, go. Tu sais, Fernand, go, go, Fernand, go, go, Guy, go, go, Colette. Oui, c'est vrai. Puis ça, là, ça a été une dynamique qui a été simple, là, mais ça nous a redonné un peu, tu sais, un peu de mettre du gaz là, dans la machine, tu sais, pour être capable d'avancer encore un peu. Moi, je dirais qu'on était une véritable équipe. On était vraiment une équipe au sens noble du terme. Oui. C'est vraiment une belle équipe. En tout cas, ça, c'est un souvenir impérissable que j'oublierai jamais parce que, écoute, c'était dans un contexte enchanteur. Moi, je suis partie pour aller rencontrer le défi que Fernand Courchaine s'est donné. Puis c'est moi qui ai reçu en retour d'une superbe vacance. J'ai reçu en retour d'une superbe vacance où non seulement j'ai partagé avec Fernand, puis avec mon mari, Guy, mais j'ai aussi eu
plaisir où je ne me suis pas brisée, où est-ce que je n'étais pas exténuée d'avoir fait la course partagée, mais là où j'ai donné beaucoup de moi-même pour en faire partie, puis la faire avancer, cette course partagée-là. Je savais que mon petit tronçon à moi que j'ai fait, là, de Rivière-du-Loup à Saint-Roch-de-Désaulnais, ça pour moi c'était mon tronçon, qui va rester mon tronçon que j'ai aimé faire. Puis c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui est là, qui est tangible. Ben, je peux te dire que c'est réciproque. Moi, c'est quelque chose que je me souvenais toute ma vie. Et puis, c'était aussi un des... Écoute, c'est tout beau, le Québec. Là. Il y a plein de belles choses partout où je suis passé. Mais je peux dire que spécialement ce bout-là de Rivière-du-Loup, en fait, le village de Notre-Dame-du-Portage, c'était magique. Qu'est-ce que tu en penses, Colette? Ah, Notre-Dame-du-Portage. Hein? Ça, là, c'est le point culminant. Hein? Moi, pour moi, c'est le plus beau point où on a eu plaisir à découvrir plein de choses. À Notre-Dame-du-Portage, c'est beau, c'est bon, ça sent bon, c'est propre, les gens sont accueillants, il y a beaucoup de belles choses à voir. C'est une destination de voyage à faire, tu sais. Puis ensemble, on a découvert plein de trucs, des chutes, un quai extraordinaire, des résidences avec des fleurs à te finir, un littoral incroyable. Regarde, il y avait tout ce qu'il faut pour être heureux à Notre-Dame-du-Portage. C'est extraordinaire. Et non, ce n'est pas un aménagement paysager, c'est une vraie chute dans la cour d'une maison privée. Ben moi, Colette, c'est aussi ce que j'ai toujours voulu faire à travers cette grande course-là. Je voulais que ce soit plus qu'une course, que ce soit vraiment un partage humain complet, je dirais. Et puis qu'en même temps, que ce soit une expérience globalement, qu'on puisse profiter du paysage, des odeurs, comme tu dis, des fleurs, du moment, tu sais, du moment présent qu'on profitait. Et puis c'est ce qu'on a fait, on s'est arrêté devant la beauté, devant tout ce que la vie avait à nous offrir à ce moment-là, finalement. Donc c'était vraiment un partage complet, là, je dirais. Oui, même les petits ponceaux, hein. Certains arbres qui étaient magnifiques ont même découvert une maison qui ressemblait à un bleuet, tu sais. Puis ça, je trouvais ça spécial. Je me disais, il faut qu'on vienne ici, tu sais, pour voir ça, parce que si on ne passe pas ici, on ne verra jamais ça. Moi, le bas du fleuve, ce bout-là, c'est un bout que je pense que j'aurais peut-être jamais fait. J'aurais peut-être fait de Rivière-du-Loup en descendant encore plus bas, mais c'est un bout, comme il me semble, c'est le bout oublié, je trouve, de notre Québec. Puis moi, je suis contente de l'avoir découvert. Puis il y a bien des façons de faire un défi, mais moi, c'était vraiment le défi de l'endurance et non de la performance, non de la vitesse. Puis moi, c'est ça que c'est la dimension que j'ai voulu amener à cette grande course-là, c'est que ce soit vraiment une expérience multisensorielle, on l'a dit tantôt, mais qui permette de vraiment profiter du moment. Puis je pense que le rythme à laquelle on allait permettait ça. Le rythme de course partagée permet vraiment de profiter de l'environnement et de tout ce qui nous entoure. Oui, parce que il faut dire hein, que tu es dans une forme extraordinaire. Puis non seulement que c'est beau de te voir aller, mais on sent tes muscles qui travaillent, tu sais, avec nous, tu sais, puis qu'on s'en va dans une direction où tu travailles fort pour t'arrimer à tout ça, puis tu sais, d'être capable d'avancer, puis tu sais, quand même que des fois, tu as eu mal, ou les fois où c'était plus douloureux d'avancer, où c'était plus contraignant, des fois, de par la température même, lorsque tu es allé dans le bout du lac Saint-Jean. Mais aussi de dire, mais maintenant, là, il fait beau, je peux en profiter, puis tu profitais toujours des moments présents. Moi, je trouvais que tu étais connecté au présent, là où tu te trouvais, tu prenais le temps de vivre ça, puis tu nous amenais dans ça. Fait que moi, je peux juste dire merci. Merci la vie, merci Fernand, merci pour tout ce que ça nous a apporté à nous tous. T'sais, mon conjoint, il pourra en témoigner autant. C'est vraiment un moment vraiment privilégié qu'on a eu la chance de vivre. Et grâce à toi. Merci beaucoup, Fernand. Ben, merci beaucoup. Tes propos me touchent, mais c'est un bonheur partagé. Donc, la course qu'on a partagée, ben, c'est aussi le bonheur qu'on a partagé ensemble. Ah, tellement. C'était vraiment agréable. Merci encore. Ben, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Alors, ben, merci pour ce beau témoignage. Et puis, ben, peut-être qui sait qu'on aura d'autres occasions de vivre d'autres belles aventures comme ça ensemble. En fait, je suis convaincu qu'on aura l'occasion de vivre d'autres belles aventures comme ça ensemble. J'aimerais ça en vivre encore d'autres belles avec toi. Merci beaucoup, Colette, pour ton témoignage.
Merci. de nous avoir accueillis chez toi aussi. Ça fait plaisir. Bonjour tout le monde.